L'intégrisme et entre une société de consommation qui va à un rythme qui nous dépasse tous. Et donc, on est là peut-être ce soir les uns et les autres pour trouver le juste milieu. Sébastien Georgis. Il y a beaucoup de sujets dans ce que vous avez édité, dans ce que vous avez écrit, beaucoup de sujets. Je pense qu'on ne va pas tous les aborder ce soir, parce qu'en effet, il y a beaucoup de questions de société, beaucoup de questions de société vues depuis la modernité occidentale quand même. C'est comme ça que je le ressens, je pense qu'on reviendra sur ces questions-là. Et il faudrait une cinquantaine de tables rondes pour aborder tous les sujets. Je vous rejoins complètement sur ce point-là, parce qu'il y a beaucoup de sujets. Karim Akouche, quelle a été votre réaction? Là, vous venez de revoir le spectacle en salle, vous l'avez vu évidemment cet été, puisqu'il a été créé au mois de juillet. Est-ce qu'au départ, vous pensiez d'abord qu'un jour, ce texte, il serait joué sur une scène? Peut-être non, peut-être juste le texte, une chronique, lettre à un soldat d'Allah. Mais il y a un prophète du théâtre, ou un demi-dieu, Alain à côté de moi, qui a découvert ce texte par hasard sur Internet. Il m'a contacté. Et au-delà de son sens aigu dans le théâtre, le sens de l'amitié également. C'est quasiment charnel, hein, notre relation. C'est une relation poétique, artistique et humaine. Donc je suis dans l'extrapolation pour les poètes. Donc, parfois, on est au-delà du sens commun. On transcende le sens propre des mots. On est dans des mots transfigurés, transformés, etc. Merci. Et Gilbert de César, vous qui avez lu le livre, vous venez de découvrir le spectacle, alors vos réactions à chaud? Eh bien, je dois dire au public que dans le livre, il y a beaucoup d'autres choses, et ça justifie que vous, éventuellement, vous l'acquériez. Parce que, effectivement, Karim aborde énormément de sujets, et des sujets que tout à l'heure, j'ai bien fait la confidence, on espérait trouver aussi en plus dans le monologue, mais déjà que c'était une prouesse d'acteur que je salue, d'avoir un monologue de plus d'une heure, quand même, je crois. 1h07, bon. Et c'était difficile d'y mettre le reste, notamment la partie qui, moi, m'a beaucoup frappé, c'est cette lutte qu'il a manifestement pour défendre les cultures amazighs en particulier, que moi j'ai découvertes, et d'autres cultures qui sont étouffées sous un islam, qu'on pourrait dire, conventionnel, hein, l'islam, le musulman général, c'est une espèce de carcan. J'ai été frappé sur le plan lors de l'interprétation théâtre de Déchire ton niqab et le dialogue avec l'ami d'enfance qui vire djihadiste. J'ai trouvé très fort cette façon de le présenter, parce que c'était pas évident à la lecture du livre. Une question qui s'adresse peut-être à Benoît Mergola et à vous-même, puisque de par vos fonctions, vous êtes souvent sur le terrain. Vous avez un contact avec les jeunes, dans les établissements scolaires en particulier. Parce que c'est vrai que le texte, il est très noir, il génère de l'inquiétude, mais il y a aussi les lucioles. Hein, à un moment, vous avez allusion aux lucioles. Et est-ce que vous deux, dans les diverses études, les divers séjours, les diverses opérations que vous menez dans divers milieux, vous distinguez des lucioles? Alors, oui, micro. Moi, contrairement à monsieur, je trouvais le livre être une ode à la liberté, un cri d'incitation à la liberté et au fait de se libérer des carcans. Du carcan des dogmes, quels que soient les dogmes d'ailleurs, l'islam est dans le collimateur, mais en milieu scolaire, étant donné que nous sommes un partenaire du rectorat avec un agrément rectoral, l'Observatoire de la laïcité est confronté aux outrances des évangélistes, de certains catholiques intégristes qui ont des déviances qui n'ont rien à voir avec l'évangile. On est confronté à des différentes sectes qui sortent des propos à l'égard du professeur en disant « Monsieur, je suis désolé, mais ce que vous dites, c'est pas vrai, parce que ça ne correspond pas à leur dogme, etc. » Donc je ne vais pas m'étaler, mais
la manière que Karim Attahed fait de traiter le sujet est ouvert sur tous les enfermements à lesquels des enfants sont confrontés, les petites filles et les jeunes filles en particulier. Et donc, si on aborde après l'ouverture que peut être la laïcité, cette séparation absolue entre une règle qui serait politico-religieuse et l'état d'esprit qui est par l'auteur, moi je tiens à vous rendre hommage, cette ouverture culturelle, avec des références bien sûr des Lumières, des références mais d'auteurs allemands, d'auteurs anglo-saxons, d'auteurs africains. J'ai trouvé plein de richesses dans ce livre, et une ouverture sur le monde et sur toutes les cultures. C'est l'antithèse de l'enfermement dogmatique. Voilà, je ne veux pas faire plus long parce que... À la vous n'avez pas répondu à ma question, parce que justement, est-ce que parmi les enfants, parmi les jeunes que vous côtoyez, il y a des lucioles, un certain nombre de jeunes qui ont quand même une vision clairvoyante de la situation? Voilà, quand on passe plusieurs jours dans un collège ou dans un lycée, c'est vrai qu'on arrive à rencontrer des élèves qui se démarquent par rapport à ceux qui suivent le chemin tracé. Bon, plus tard, je ne sais pas ce qu'ils deviendront, mais il n'empêche que oui, on en trouve. Mais c'est quand même, malheureusement, alors là je rejoindrai votre pessimisme, c'est pas la grande majorité. C'est quelques lucioles qui sont éventuellement à l'écoute de certains professeurs, notamment les professeurs de philosophie, et qui pour nous ont été des guides. Je me suis permis d'écrire à Karim Akouche, alors qu'il était au Canada, d'après ce que j'ai compris par Internet. Je lui ai dit, il y a des phrases que je ne vais pas vous lire, mais qui auraient pu être écrites par Madame Kinsler, professeure de philosophie à Lille, ou Henri Pénaruis de Paris, ou Abdul Bidar, qui était prof de philosophie à Sophia Antipolis et qui a été conseiller ministériel. C'est une pensée très universaliste, et je tiens à rendre hommage pour ça. Alain ? Oui, simplement une toute petite précision. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Votre langue a fourché. Dans la mesure où vous parlez d'ouverture au monde, formidable, donc de tolérance, ode à la liberté, je souscris parfaitement. Mais vous avez dit, ça m'a choqué, c'est pour ça que je me permets de vous le dire, l'islam est dans le collimateur. Non, l'islam n'est pas dans le collimateur. C'est l'islamisme qui est dans le collimateur. Je crois que vous serez d'accord avec moi. Non, Mergola, alors vos observateurs, vous avez distingué les lucioles, vous aussi? Vous en avez repéré? Oui, alors j'ai trouvé dans le livre et aussi dans la pièce plein d'espoir en fait, parce que sous couvert de pleine négativité, il y a tout un tas d'éléments qui sont possibles comme réponse à donner. Alors oui, sur le terrain, on a la même question qui nous est posée depuis Platon, à savoir comment sortir les gens de la caverne, mais que ce soit pour l'islamisme ou pour n'importe quel autre sujet en fait. Des chasseurs extrémistes, des féministes extrémistes. En ce qui est en général, tout ce qui termine par isme n'est pas forcément... c'est un dogme, hein, c'est pas forcément la grande ouverture d'esprit. Et en fait, les lucioles, elles sont dans tout le monde. Tout le monde a la possibilité de sortir de sa caverne et d'aller vers la lumière et là, je suis pas du tout sur un principe religieux, mais d'aller vers la connaissance, d'aller vers la rationalité. Alors, il y a des personnes qui sont définitivement perdues, parce que ça fait trop longtemps qu'elles sont immergées dans un terreau négatif. En général, c'est celles qui passent à l'acte violent. Celles-là, c'est très difficile de les désenraciner. Après, tous les autres, ils sont largement récupérables. J'interviens à la maison d'arrêt du Pontet avec des personnes qui sont branchées sur Énergie 12 ou BFM TV toute la journée. Donc, ils sont très enracinés dans une culture obscurantiste, on va dire, quelle qu'elle soit, y compris du consumérisme. Et même en discutant, il est tout à fait possible de les sortir légèrement de leur idée absolue. Et si on répétait ce genre de mouvement, on pourrait leur apporter autre chose que leur quotidien. Donc l'espoir, il est partout. Quel type d'action et dans quel milieu vous agissez avec la Ligue de l'enseignement? Alors, avec la Ligue de l'enseignement, on a une animatrice, parce que moi je suis membre du CA, donc je ne suis pas acteur de la Ligue de l'enseignement au sens de la technique. On a une animatrice qui intervient dans les écoles et dans tous les schémas, on va dire, scolaires. Moi, personnellement, j'interviens partout où l'État a besoin, pour la protection judiciaire de la jeunesse, puisque j'ai aussi suivi la formation nationale de la prévention de la radicalisation, et dans tous les endroits où il y a besoin. Donc la maison d'arrêt du Pontet, celle de Marseille, il y a plein d'endroits. Et depuis 2015, les attentats de Charlie, on rappelle aux gens ce qu'est le principe de laïcité et les valeurs de la République. Voilà.
Et ça prend du temps, parce que j'ai envie de vous dire comment vous faites. Oui, ça prend du temps. La formation en elle-même, elle dure 2 jours déjà. Donc pour les gens qui viennent, il faut s'astreindre pendant 14 heures à venir écouter les personnes. Donc c'est du temps pour les professionnels. Et aujourd'hui, je fais presque que ça. J'enseigne à mi-temps dans un lycée agricole, mais le reste du temps, je fais que ça. Claude Naoum, la LICRA intervient aussi dans des milieux scolaires, mais pas que, dans les missions locales. Vous avez un rayon d'action qui est très vaste aussi. Oui, enfin, on partage les mêmes terrains, quoi. Pour ce qui est de l'éducation, c'est de la maternelle à la terminale, en passant pour les jeunes adultes par les missions locales. Et puis, depuis maintenant quelques années, les entreprises aussi, parce qu'elles sont confrontées au radicalisme aussi. Et donc, il faut accompagner le dirigeant d'entreprise, son encadrement, à comprendre ce phénomène-là aussi. Voilà, donc le champ est vaste, quoi. Nous nous sommes parlé avant cette soirée, et certains d'entre vous ont mis des phrases qui m'ont marqué. Par exemple, Claude Naoum, vous m'avez dit qu'il ne faut surtout pas revenir sur la loi de 1905. Pour nous, et pour moi en particulier, c'est une évidence. On sait les uns et les autres, au vu des derniers événements, mais je pourrais dire même des événements depuis Charlie et voilà, et quelques attentats en plus, qu'il y aurait lieu à modifier cette loi-là de 1905. On voudrait déstabiliser un peu plus la société, on ne procéderait pas autrement. Alors, la loi de 1905, c'est la loi sur la laïcité. C'est la loi de la séparation des églises et de l'État. Alors, quand je dis bien des églises, on est tous d'accord, hein, on sait de quoi on parle. On parle aussi bien dans le cadre du protestantisme, du catholicisme, du judaïsme, et toutes ces religions-là n'ont pas à intervenir dans la sphère publique. Et c'est fondamental, c'est-à-dire que c'est du domaine du privé. Ce que je ferai demain ou après-demain dans un lieu de culte ne regarde que moi. Je n'ai pas à l'imposer, ni dans mes fonctions professionnelles, ni dans mon lien à l'autre, sur la scène, enfin la scène, pas ce soir, mais sur la scène publique, quoi. Donc, je crois qu'on n'a pas conscience, quand on évoque, quel que soit le niveau, et plus particulièrement au niveau de l'État, de ce que ça peut représenter de déstabilisation dans le cadre de la société. Je crois que là-dessus, voilà, je me répéterai encore, mais on a un vrai risque. On se souvient très récemment du mariage pour tous. Je ne mélange pas les niveaux ni les cultures, mais on sait ce que ça a donné. On sait ce qu'a donné la question de l'éducation et des établissements privés financés par l'État, etc. Donc on peut imaginer aujourd'hui, après ce que nous venons de vivre depuis voilà, un mois et demi, là, ce que ça peut donner de lancer un débat sur ce sujet-là. Donc les choses sont pour nous très précises. Il y a un cadre, que ceux qui n'ont pas compris le cadre viennent et comprennent, et on explique, on fait de la pédagogie, on fait ce que vous avez fait ce soir, ce que vous avez écrit, on fait beaucoup de pédagogie. C'est ça l'important. Voilà, c'est pour ça que je suis vraiment entier sur ce sujet-là, parce qu'on est encore dans une démarche dont on ne mesure pas. Aujourd'hui, finalement, ce dont on s'aperçoit, c'est que la loi de 1905 est arrivée à maturité. On a compris. Alors, c'est vrai que tout le monde n'a pas compris ce qu'était ce contenu, quel était le socle historique de cette création-là, de cette écriture, même si elle a été modifiée, mais elle a été modifiée à la marge au fur et à mesure des années, mais on n'a pas touché à l'essentiel. Voilà. Je un peu long. Je ne ferai pas un mot de différence par rapport au vrai, je vous en remercie. Merci. Raoul Raïs, une petite question, parce que c'est la première fois qu'on se rencontre. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez découvert le texte, ou même les textes, puisqu'en fait c'est une suite de textes de Karim Akouche? Oula. Vaste sujet. Mais
Oui, peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas, mais ça a quand même été dit, mais c'est différentes chroniques, donc Oui. ça parle, et oui, ça a été dit plusieurs fois, mais ça parle vraiment de beaucoup de choses sur 250 pages. C'est une suite d'éditoriaux, comme on dit. Oui. Et ce qui m'a particulièrement frappé, c'est comment les choses entre elles résonnent, en fait. Plus que de me dire de me plonger dans une des chroniques ou dans une autre, c'est comment, et ça balaye et ça se répond. Vous parliez tout à l'heure d'inquiétude. En effet, ça n'empêche pas d'être inquiet, d'avoir une luciole aussi. Mais oui, ça crée aussi de l'inquiétude parce qu'on se rend compte que les mécanismes, ceux qui mènent en effet tous les ismes, tous les extrêmes, tout ce qui se radicalise dans le phénomène, comme dans le capitalisme, comme dans l'intégrisme, même si ce n'est pas la même chose, mais ça se répond, ça se fait écho. Donc ça crée une espèce de sensation de vide, où on se dit, comme le tonneau des Danaïdes, toujours abreuvé, toujours vide, on tombe dans un puits sans fond et comment on va en ressortir. Et en même temps, je crois que l'espoir, il est aussi dans le fait qu'on arrive à cerner des mécanismes qui peuvent mener à de l'excès ou à de la radicalisation qui... Voilà. Ça, c'était ma première réaction. Par la suite, il y a eu des... je sais pas, vous avez adhéré à tous les textes, ou comme vous avez des conversations avec Karim Akouche, parce que vous l'avez rencontré. Non, mais ce qui a été très évident... Vous avez les mêmes racines tous les deux, finalement. Oui, après on s'est rencontrés que cet été, donc j'avais un peu les chocottes avant qu'on se voit. Mais ce qui était très agréable, c'est qu'avec Alain, on a tout relu et que j'ai toujours eu mon avis dans le choix des textes. C'est pas moi qui choisissais, mais ça s'est fait vraiment dans un dialogue. Donc à aucun moment je me suis dit waouh, je peux pas défendre ça ou comment je vais l'assumer, puisqu'il y a eu un vrai échange entre nous. Alors, parmi les phrases définitives, Benoît Mergola, vous m'avez dit la Ligue de l'enseignement ne s'est pas mise à jour. Qu'est-ce que ça signifie? Parce que vous faites partie de la Ligue de l'enseignement. Oula, c'est un sujet épineux. La Ligue de l'enseignement, elle a dans ses 10 statuts le premier qui est la laïcité est une valeur. Et ça, ça datait d'avant 1905, c'est-à-dire quand la Ligue de l'enseignement avait effectivement une vraie lutte philosophique anticléricale. Et en 1905, le mot laïque a pris une autre définition et la Ligue de l'enseignement ne s'est pas mise à la page. C'est-à-dire qu'on est passé d'un principe philosophique à un principe juridique, et cette adaptation ne s'est pas faite. On est resté sur un principe philosophique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je voulais être un peu faire du radical aussi, en fait, il n'y aurait pas de débat sur le principe de laïcité. Vous faites venir un juriste, vous lui demandez d'expliquer les articles de loi, il vous dit la loi elle est comme ça, voilà ce que vous pouvez, ce que vous ne pouvez pas faire, et puis en fait, il n'y a pas être d'accord ou pas avec le principe de laïcité, c'est un principe juridique. Moi, mon avantage dans tout ça, c'est que je ne suis pas un créateur de loi, je ne suis pas juge, je fais partie du Conseil constitutionnel ou de la Cour européenne des droits de l'homme. Je suis un répétiteur, donc à partir du moment où la loi elle change, je modifie mes discours en formation pour que les gens prennent les textes de loi et qui repartent dans le monde professionnel avec des certitudes juridiques, et puis on fait des mises à jour au fur et à mesure pour les formateurs et les stagiaires qui sont venus en formation. Et je pense qu'aujourd'hui, le gros problème du principe de laïcité en France, c'est qu'il est déjà très mal connu, et beaucoup de personnes sont restées sur ce principe juridique. Il y a une personne qui citait Henri Pénard-Ruiz, qui est venu faire une allocution l'année dernière. Monsieur Pénard-Ruiz, par exemple, est un philosophe de la laïcité. Et s'il ne le dit pas quand il prend la parole en public, il y a des moments où il va dire des choses qui ne sont pas légales. Parce qu'il a une vision justement universaliste qui date de 1789 et qui ne sont plus à jour par rapport à ce que les jurisprudences disent aujourd'hui. Donc vous avez un tribunal qui vous dit quelque chose et puis après vous avez un philosophe qui vous dit « Ah mais attendez, ça c'est pas très philosophe ». Alors qui a raison? Quand vous êtes face à un parterre d'intellectuels, qui a raison entre le philosophe et le juriste? Moi, ma prise de position, elle est le même que celui de l'Observatoire de la laïcité, qui est présidé par Jean-Luc Bianco, c'est de dire le principe de laïcité est un principe juridique. Ça se joue dans les tribunaux. Parce que les tribunaux ne font pas l'esprit des lois. Après, autour d'une bière, on peut toujours discuter de l'esprit des lois. Est-ce que cette loi est juste? Est-ce qu'on devrait aller dans ce sens? Mais ce n'est pas mon rôle à moi, ni ce soir d'ailleurs, de juger l'esprit des lois. Sinon, je fais une thèse en droit public, puis je deviens membre du Conseil constitutionnel. Et vous ne vous sentez pas trop en porte-à-faux par moment? Si, évidemment, si. On parlait avec le collègue, la Ligue de l'enseignement édite des documents avec lesquels ils vont dans les écoles, par exemple, qui sont pas à jour. Donc ils vont expliquer aux enseignants et aux élèves des choses qui ne sont pas justes.
Donc après, les profs et les élèves se retrouvent en porte-à-faux par rapport aux familles. Ça termine devant des tribunaux administratifs, c'est chose qu'on pourrait largement éviter si la plupart des personnes étaient informées. Ce qu'on essaie de faire au niveau national, et je peux vous dire que quand les gens viennent en formation et qu'ils ressortent tous les jours, ils se sentent apaisés. Parce que le principe de laïcité est un principe de paix sociale. L'objectif, c'est pas de mettre de feu aux poudres dans une société qui est en tension, ce qui est le principe d'une société. Mais le principe de laïcité a été écrit par Ferdinand Buisson, la loi de 1905, pour permettre aux gens de ne pas être d'accord dans un cadre. On peut ne pas être d'accord, mais on peut en discuter. C'est un peu ce que je retrouve dans la pièce, la violence à travers... On n'est pas d'accord, mais du coup, c'est celui qui a la Kalachnikov qui a raison. La laïcité française, elle permet le fait de ne pas être d'accord, mais de pouvoir en discuter. Ce que disait Voltaire, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je défendrai toujours le fait que vous puissiez l'exprimer. Voilà. C'est ça, en quoi je me ressens. J'ai pas l'ADN de la Ligue de l'enseignement.